As-tu déjà remarqué que certaines des personnes les plus gentilles que tu aies jamais rencontrées sont aussi parmi les plus fatiguées? Celles qui sont toujours là, qui sourient toujours, qui disent toujours oui quand tu demandes de l'aide. Mais si tu regardes bien, si tu fais vraiment attention, tu peux voir l'épuisement dans leurs yeux. Tu peux sentir qu'au fond de cette gentillesse se cache quelque chose de plus profond, de plus lourd, peut-être même de plus sombre. Nous imaginons souvent la gentillesse comme un bien pur et sans complications. Nous disons aux enfants d'être gentils. Nous admirons la gentillesse chez les leaders. Nous mesurons notre propre humanité à la quantité de compassion que nous sommes capables d'offrir. Mais la gentillesse, comme tout le reste dans ce monde compliqué, possède une ombre. Et quand tu ignores cette ombre, quand tu prétends qu'elle n'existe pas, la gentillesse elle-même peut devenir destructrice. Ça commence petit. Un enfant apprend qu'être gentil, être agréable, lui rapporte de l'amour. Quand il met ses propres besoins de côté pour rendre les autres à l'aise, il reçoit en retour des sourires, des compliments, parfois même une affection qu'il n'aurait pas obtenue autrement. Avec le temps, cette association s'enracine profondément dans son système nerveux. La gentillesse devient une stratégie de survie. Et plus il grandit, plus il devient difficile de séparer qui il est vraiment de ce que les autres attendent de lui. Il devient la personne fiable, la bonne personne, l'ami qui ne se plaint jamais. Mais voici la vérité. Quand la gentillesse est forcée, quand elle est motivée par la peur du rejet ou par un besoin désespéré d'être valorisée, elle n'est plus une gentillesse pure. Elle devient un masque. Et les masques, quand on les porte trop longtemps, finissent par étouffer la personne qui est dessous. Pense aux gens dans ta vie qui sont infiniment gentils. Ils t'écoutent pendant des heures parler de tes problèmes. Ils t'aident à déménager. Ils te prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas. Ils sacrifient leur propre repos juste pour s'assurer que tu vas bien. Au début, ça paraît admirable, presque sain. Mais si tu as déjà été cette personne, si tu as vécu ce rôle, tu sais la vérité. Derrière chaque acte d'abnégation se cache une rancœur silencieuse, une petite voix qui murmure. Et moi alors? Mais cette voix est souvent réduite au silence. Parce que la gentillesse, surtout la gentillesse chronique, vient avec une règle implicite. Tu n'as pas le droit de te mettre en premier. Les psychologues ont étudié ce phénomène et il porte un nom, la fatigue de compassion. Elle décrit ce qui arrive quand quelqu'un donne tellement d'empathie, tellement d'attention, qu'il finit par se vider complètement. Les soignants la connaissent, les enseignants aussi, les parents également. Mais ce n'est pas réservé aux métiers. Les gens ordinaires, ceux qui se définissent comme des âmes gentilles, sont aussi concernés. Les études montrent que les personnes qui placent systématiquement les autres avant elles-mêmes déclarent des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression et même de problèmes de santé physique par rapport à celles qui maintiennent un équilibre. Avant d'aller plus loin, si ce voyage intérieur te parle, soutiens la chaîne. Abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo pour aider d'autres. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre ces mots pour enfin commencer à guérir. On continue. La gentillesse, quand elle n'a pas de limite, devient un effaceur de soi. Et c'est là le côté sombre. La gentillesse sans frontières n'est plus de la gentillesse. Elle devient une forme subtile d'autodestruction. C'est comme arroser toutes les plantes du jardin sauf ses propres racines. Un jour, le jardinier s'effondre et tout le jardin dépérit avec lui. Mais le plus troublant, c'est que parfois la gentillesse elle-même devient une arme. Pas de manière évidente, comme quelqu'un qui feint la gentillesse pour manipuler. Non, je parle de la manière plus discrète, plus inconsciente. Quand tu es connu comme la personne gentille, les gens commencent à l'attendre. Ils comptent dessus. Ils ajustent leur comportement en conséquence. Et sans même t'en rendre compte, ta gentillesse leur apprend que tes besoins sont secondaires, que tes sentiments sont négociables. Avec le temps, les gens arrêtent même de te demander ce que tu veux, parce qu'ils supposent que tu t'adapteras toujours. La personne gentille finit par dresser le monde entier à la négliger. Cela crée un paradoxe. Plus tu es gentil, plus tu deviens invisible. Et l'invisibilité n'est pas la paix, c'est la solitude habillée de politesse. Tout cela ne signifie pas que la gentillesse est mauvaise. Loin de là. La vraie gentillesse est l'une des forces les plus belles au monde. Mais il y a une différence entre la gentillesse qui coule d'une abondance intérieure et la gentillesse qui saigne d'un vide. L'une guérit, l'autre ronge. L'une vient de l'amour, l'autre de la peur. Quelques faits. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a montré que les personnes qui ont du mal à dire non, souvent celles qui se définissent comme gentilles et agréables, ont beaucoup plus de risques de burn-out. Une autre étude de l'université de Berkeley a démontré que le comportement altruiste augmente le bien-être, mais seulement quand il est volontaire et authentique. Quand la gentillesse est accomplie par culpabilité, obligation ou peur de décevoir, elle produit l'effet inverse. Elle diminue le bonheur et augmente le stress. Et pourtant, tant d'entre nous restent piégés dans ce cycle.
Nous ne voulons décevoir personne, alors nous continuons à dire oui. Nous ne voulons pas passer pour égoïstes, alors nous continuons à donner. Nous ne voulons pas perdre l'amour, alors nous continuons à nous sacrifier. Mais le prix de cette gentillesse sans fin est énorme. Lentement, tu perds de vue qui tu es. Tu ne sais même plus ce que tu désires vraiment. Parce que toute ton identité s'est construite autour du service aux autres. Tu deviens un étranger dans ta propre peau. Et c'est là qu'apparaît le monstre intérieur. Parce que quand tu réprimes tes besoins, quand tu refuses ta colère, quand tu enterres tes limites au nom de la gentillesse, ces émotions ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans l'ombre. Elles fermentent. Et un jour, elles sortent d'une manière que tu ne contrôles plus. Peut-être en t'énervant contre quelqu'un que tu aimes pour une broutille. Peut-être en remarques passivo-agressives, en rancœur qui fuit subtilement. Ou peut-être pire, des années d'émotions réprimées qui explosent d'un coup, te laissant choqué par la personne que tu es devenue. Nous aimons imaginer que la gentillesse nous protège de l'obscurité. Mais en réalité, la gentillesse sans honnêteté crée le terreau parfait pour l'obscurité. Parce que chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, chaque fois que tu souris alors que tu veux pleurer, chaque fois que tu retiens ta vérité pour ne pas gêner l'autre, tu n'es pas gentil. Tu t'abandonnes. Et l'abandon a toujours des conséquences. Soyons honnêtes, pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi les personnes gentilles ont-elles tant de mal avec les limites? La réponse se trouve dans notre culture. Dès le plus jeune âge, beaucoup d'entre nous apprennent que gentillesse égale valeur, qu'être agréable est plus sûr qu'être authentique, que l'amour se gagne par ce qu'on donne et non par ce qu'on est. Les enfants qui grandissent dans des environnements où l'amour est conditionnel, où l'affection dépend de la performance, de l'obéissance ou du sacrifice de soi, emportent souvent cette croyance à l'âge adulte. Ils deviennent des adultes qui confondent plaire aux autres avec gentillesse. Mais la vraie gentillesse n'efface pas le soi. La vraie gentillesse inclut le soi. Si ta gentillesse te coûte ta santé mentale, ta joie, ton énergie, ce n'est plus de la gentillesse. C'est de la négligence de soi déguisée en vertu. La neuroscience nous apprend que le cerveau possède un système de neurones miroirs. C'est ce qui nous permet de ressentir l'empathie. Quand tu vois quelqu'un souffrir, ton cerveau s'active comme si tu souffrais toi aussi. C'est pourquoi la gentillesse nous semble si naturelle. Nous sommes câblés pour la connexion. Mais il y a un piège. Les neurones miroirs ne font pas la différence entre une empathie saine et une empathie destructrice. Si tu t'exposes constamment à la souffrance des autres sans aucune limite, ton cerveau s'inonde de signaux de stress. Avec le temps, cela mène à un stress chronique, des problèmes immunitaires et un épuisement émotionnel. En d'autres termes, ton cerveau n'est pas fait pour une gentillesse sans limite. Il est fait pour une connexion équilibrée. Donc le côté sombre de la gentillesse n'est pas que la gentillesse soit mauvaise. C'est qu'elle peut être déformée par la peur, le conditionnement, la culture, nos blessures non guéries, jusqu'à ressembler à quelque chose de noble en surface mais qui nous ronge de l'intérieur. Et quand cela arrive, la qualité que nous pensions être notre plus grande force devient celle qui nous brise. Maintenant, prenons un moment pour respirer et réfléchir. Si tu t'es déjà senti comme cela, l'épuisement, la rancœur, le sentiment d'être invisible alors que tout le monde te trouve si gentil, tu n'es pas seul, tu n'es pas cassé, tu n'es pas défectueux. Ce que tu vis est la conséquence naturelle d'un monde qui ne nous apprend pas à équilibrer le don et la protection de soi. C'est le monstre intérieur, non parce que tu es mauvais, mais parce que les vérités non exprimées finissent toujours par exiger d'être vues. Alors la vraie question devient: comment embrasser la gentillesse sans la laisser nous détruire? Comment rester compatissant sans devenir martyr? Comment aimer les autres sans nous abandonner? La réponse tient en une vérité simple mais profondément inconfortable. La gentillesse doit commencer par toi. Pas dans un égoïsme qui ignore les autres, mais dans le sens où si ta gentillesse ne t'inclut pas toi, ce n'est plus vraiment de la gentillesse. C'est du spectacle. Et le spectacle finit toujours par s'écrouler. Pense à la consigne de sécurité dans l'avion. En cas de dépressurisation, mets ton propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Au premier abord, ça semble presque immoral. Pourquoi ne pas aider mon enfant d'abord? Mais la logique est implacable. Si tu t'évanouis, tu ne peux aider personne. Le même principe s'applique à la gentillesse. Si tu négliges tes besoins, ton repos, ton bien, être, ta capacité à prendre vraiment soin des autres finit par suffoquer. C'est là qu'entrent en scène les limites. Pour beaucoup de personnes gentilles, poser des limites est terrifiant. Ça ressemble à un rejet. Ça ressemble à de l'égoïsme. Ça ressemble à fermer la porte. Mais en réalité, les limites sont la forme la plus pure d'honnêteté. Une limite dit « voilà ce que je peux donner, voilà ce que je ne peux pas ». Elle dit « mon amour est réel, mais il ne peut pas exister si je suis vide ». Elle dit « je t'aime assez pour te montrer mes limites, parce que sans elle, mon amour pourrira en rancœur.
Les psychologues définissent les limites comme les lignes invisibles qui séparent où tu finis et où l'autre commence. Sans ces lignes, les relations deviennent floues. Dépendance, manipulation ou souffrance silencieuse. Avec elles, les relations deviennent claires, réciproques, ancrées dans le respect. Les recherches montrent d'ailleurs que les personnes qui posent des limites saines ont souvent des relations plus profondes et plus significatives, parce que leur gentillesse vient d'un choix et non d'une contrainte. Et autre fait, les gens qui respectent leurs propres limites sont perçus comme plus fiables. Pourquoi? Parce que quand ils disent oui, on sait qu'ils le pensent vraiment. Leur gentillesse n'est pas forcée, elle est authentique. Et l'authenticité attire. Mais le vrai défi, ce n'est pas seulement de dire non aux autres, c'est de dire oui à toi-même. Et ça peut être terriblement inconfortable si toute ta vie tu as associé ta valeur à l'abnégation. Ça peut ressembler à une trahison de l'identité même que les gens admirent chez toi. Tu risques même de perdre certaines relations. Certains ne vont pas aimer que tu arrêtes de te surinvestir. Certains vont te reprocher d'avoir changé, peut-être même s'éloigner. Et oui, ça fait mal. Mais c'est aussi nécessaire, parce que les relations construites sur l'attente d'un don sans fin n'étaient jamais vraiment équilibrées. Il existe un concept en psychologie, l'altruisme pathologique. Il décrit ce qui se passe quand le désir d'aider cause en réalité du tort, soit au donneur, soit au receveur. Par exemple, quand quelqu'un sacrifie sa santé pour prendre soin des autres, ou quand le sauvetage constant empêche l'autre d'apprendre l'autonomie. L'altruisme pathologique ressemble à de la gentillesse, mais il crée dépendance, culpabilité et épuisement. C'est littéralement la gentillesse qui a mal tourné. Cela renvoie à un mythe culturel plus large, le mythe de la bonne personne. Beaucoup de sociétés idéalisent la gentillesse comme la plus haute vertu, mais souvent d'une manière qui encourage subtilement l'effacement de soi. Pense à toutes les phrases qu'on entend. C'est une fille si gentille, elle ne fait jamais de vagues. C'est un mec tellement sympa, il aide tout le monde. Caché dans ses compliments, il y a une idée dangereuse. Être bon, c'est ne jamais rien réclamer. Ne jamais dire non, ne jamais troubler la paix. Mais la vraie bonté, ce n'est pas s'effacer. C'est se présenter pleinement dans toute son authenticité et choisir quand même. La compassion, quand la gentillesse vient de l'authenticité, elle libère. Alors concrètement, que peux-tu faire pour passer d'une gentillesse enchaînée à une gentillesse libérée? Voici quelques pratiques, non pas comme des solutions rapides, mais comme des engagements de vie. 1. Pratique la pause. Quand quelqu'un te demande quelque chose, ne dis pas oui immédiatement. Prends une respiration. Accorde-toi l'espace de vérifier tes propres besoins. Demande-toi, ai-je l'énergie pour cela? Ai-je envie de le faire? Cette demande est-elle alignée avec mes valeurs? Quelques secondes de réflexion peuvent éviter des années de rancœur automatique. 2. Apprends la puissance du non, doux. Un non n'a pas besoin d'être brutal. Il peut être empreint de compassion. Je tiens à toi, mais je ne peux pas prendre ça en charge maintenant. J'aimerais beaucoup t'aider, mais je n'en ai pas la capacité. Le monde ne s'écroulera pas si tu dis non. Au contraire, plus tu es honnête, plus ton oui aura du poids. 3. Recadre ta valeur. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu donnes. Ta valeur est intrinsèque. Tu existais avant qu'on ait besoin de toi, avant que tu apprennes à performer la gentillesse pour survivre. Tu mérites l'amour même quand tu dis non, même quand tu te reposes, même quand tu ne portes rien sur tes épaules. 4. Entretiens ton propre jardin. Nourris-toi de ce qui te fait vibrer. Des amitiés qui te ressourcent, des activités créatives, des moments de silence. Quand tu vis dans l'abondance plutôt que dans la pénurie, la gentillesse coule naturellement. Elle n'est plus forcée, elle n'épuise plus, elle devient un cadeau plutôt qu'une transaction. 5. Autorise-toi à ressentir les émotions plus dures. La colère, la frustration, la tristesse ne sont pas les ennemis de la gentillesse. Ce sont des signaux. Ils te montrent quand tes limites sont franchies, quand tes besoins sont ignorés. Si tu les réprimes, ils se transforment en monstres. Si tu les accueilles, ils deviennent des guides vers l'équilibre. Revenons à la métaphore du masque. Pour beaucoup, la gentillesse est devenue un masque porté toute une vie. Le sourire qui cache l'épuisement, le oui qui évite le conflit, la générosité qui prouve qu'on vaut quelque chose. Mais les masques sont lourds, et plus on les porte, plus on oublie à quoi ressemble notre vrai visage. Le vrai voyage n'est pas de jeter la gentillesse, mais d'enlever le masque et de laisser la gentillesse jaillir du vrai toi. Le toi qui peut dire oui et non avec la même honnêteté. Le toi qui est gentil sans disparaître. Il y a un vieux dicton. Si tu veux savoir qui tu es vraiment, regarde comment tu te traites quand personne ne te regarde. C'est là que commence la gentillesse authentique. Pas dans l'approbation des autres, pas dans les compliments d'être la personne gentille, mais dans les choix silencieux que tu fais pour ton propre bien-être. Te reposes-tu quand tu es fatigué?
Te pardonnes-tu quand tu échoues? Te parles-tu avec compassion? Si la réponse est non, alors ta gentillesse envers les autres repose sur des fondations fragiles. L'ironie, c'est que quand tu te traites avec une vraie gentillesse, ta gentillesse envers les autres devient plus puissante, et non moins, parce qu'elle vient du trop-plein, pas du vide. Elle inspire au lieu d'épuiser. Elle invite les autres à s'élever avec toi plutôt qu'à s'appuyer éternellement sur toi. Et peut-être que c'est la leçon ultime. Le côté sombre de la gentillesse n'est pas un appel à rejeter la gentillesse. C'est un appel à la transformer, du masque au miroir, de la contrainte au choix, de la survie à l'amour. Alors la prochaine fois qu'on te dira « comme tu es gentil », prends une seconde, demande-toi, cette gentillesse vient-elle de la peur ou de la liberté, de l'épuisement ou de l'abondance, du masque ou du vrai moi? La réponse à cette question t'en dira plus sur toi que n'importe quel compliment. Parce qu'au bout du compte, le monstre intérieur des gens gentils n'est pas leur colère, ni leurs limites, ni leurs besoins. Le vrai monstre, c'est la négligence de soi. Et quand tu le regardes en face, quand tu poses enfin le masque, tu découvres que ta gentillesse ne disparaît pas. Elle devient plus forte, plus précise, plus rayonnante. Elle devient la gentillesse qui ne fait pas que maintenir les autres en vie, elle te maintient en vie, toi aussi. Et peut-être que c'est cela, la gentillesse ultime, vivre pleinement en tant que toi, sans t'effacer, sans performer, sans t'excuser. Montrer au monde que compassion ne rime pas avec effacement. Compassion rime avec vérité. C'est cette gentillesse-là dont le monde a le plus besoin. Pas des oui interminables, pas la souffrance silencieuse, mais le courage d'aimer sans se perdre.